Les conditions économiques mondiales de ces 3 dernières années ont fait que sur cette chaîne, nous avons passé beaucoup plus de temps à parler de la dernière crise économique nationale que d'idées économiques intéressantes ou de l'excellence de la Norvège. Les économistes sont pessimistes car sur YouTube et dans le monde réel, les gens veulent d'abord savoir ce qui ne va pas. Mais il y a plusieurs raisons d'être optimiste. La production mondiale totale est nettement plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le début de la pandémie fin 2019. Et cette année, ou peut-être même l'année dernière, le monde devrait dépasser un PIB de 100 000 milliards de dollars pour la première fois dans l'histoire. Cela signifie que le monde produit 3 fois plus qu'il y a seulement 23 ans, au tournant du millénaire. Au cours de cette période, nous sommes passés à 2 milliards d'habitants de plus dans le monde, ce qui est beaucoup, mais ne représente qu'une augmentation moyenne de 30%. Ce qui signifie que l'habitant moyen sur Terre est 2 fois plus prospère sur le plan économique qu'il ne l'était il y a une génération. Une grande partie de cette prospérité n'a pas été partagée équitablement, et à mesure que le monde s'enrichit, il devient de plus en plus inégal. Mais dans l'ensemble, la vie du citoyen moyen est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et lorsque les économistes ne parlent pas de la dernière crise en date, la plupart s'accordent à dire que cette tendance va se poursuivre. Aujourd'hui, alors que l'économie mondiale semble meilleure que jamais, une tendance se dessine. De plus en plus d'économies individuelles connaissent des effondrements isolés qui menacent le bien-être de centaines de millions de personnes. C'est particulièrement vrai pour les économies en développement. Et déjà cette année, alors que nous n'en sommes même pas à la moitié, nous avons dû nous pencher sur le cas du Liban, du Sri Lanka et du Pakistan, qui ont connu un effondrement quasi total. Il y a au moins une douzaine d'autres pays dans le monde qui sont à différents stades de ces mêmes effondrements. Il est important de comprendre pourquoi cela se produit aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ou 3 ans, l'économie mondiale était en bien pire état. Alors pourquoi tant d'économies sont-elles aujourd'hui confrontées à l'effondrement économique ? Existe-t-il des problèmes communs à ces échecs économiques ? Enfin, les économistes peuvent-ils éviter ces problèmes pour cesser l'effondrement d'autres économies ? La raison pour laquelle la plupart des échecs économiques nationaux se produisent dans des économies en développement plutôt que dans des économies sous-développées ou avancées est que les économies avancées ont de nombreux avantages sur les économies en développement et que les économies sous-développées sont dans un état d'échec économique constant. La production économique dans les pays sous-développés tels que le Mali ou le Soudan du Sud est largement informelle, les habitants menant une vie beaucoup plus indépendante du marché que la plupart des personnes dans le monde. Les habitants de ces pays vivent souvent avec moins de 2 $ par jour, en particulier dans les provinces, mais ils y parviennent parce qu'ils sont capables de cultiver et de récolter une grande partie de leur nourriture, de construire leurs propres abris et de se rendre mutuellement service. Ils vivent dans de petites communautés sans avoir besoin d'argent comme moyen d'échange formel, car les biens que les gens produisent pour eux-mêmes ne sont pas pris en compte dans les chiffres de la production économique nationale, et même s'ils l'étaient, il serait presque impossible de les enregistrer. Les chiffres macroéconomiques de ces pays sont souvent présentés comme plus mauvais que la réalité. Il y a des cas similaires dans les économies avancées. Si vous faites le ménage chez vous, cela ne compte pas dans la production économique. Mais si vous faites le ménage chez quelqu'un d'autre et que vous le lui facturez, cela compte dans le PIB en tant que service. Dans les économies en développement et les économies avancées, une plus grande partie du travail des personnes est consacrée à la production pour le marché plutôt que pour eux-mêmes. C'est une bonne chose en général, car cela permet aux gens de se spécialiser dans une tâche bien faite et de produire plus. Mais cela signifie que les gens sont plus dépendants du marché et moins capables de produire tout ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes, comme c'est le cas dans les économies sous-développées. Bien entendu, cela ne signifie pas que la vie dans ces pays est facile ou prospère, loin de là. Mais cela signifie que si leur production économique enregistrée chute de 20% en un an, la qualité de vie de la personne moyenne dans cette économie ne sera pas aussi gravement affectée que dans une économie où les gens consacrent la majeure partie de leur travail à produire de la valeur pour le marché, qui à son tour leur fournit tout ce dont ils ont besoin. À l'opposé, les économies avancées possèdent de nombreux avantages qui rendent un effondrement total très rare. Les économies avancées abritent souvent des industries qui fournissent des biens et des services de valeur au monde entier, de sorte qu'elles disposent d'une source régulière et fiable de revenus étrangers. Les économies avancées ont également un niveau de vie élevé, ce qui en fait une destination attrayante pour les travailleurs qualifiés du monde entier. Cela signifie qu'elles peuvent combler toute pénurie de main-d'œuvre qualifiée dès que c'est nécessaire. Si une économie avancée a besoin d'ingénieurs, elle peut créer quelques milliers de visas de travail et les postes seront pourvus rapidement par des personnes attirées par les salaires plus élevés et le meilleur niveau de vie des économies avancées. Et si ces visas obligent la personne à conserver son emploi, le chômage peut également s'autocorriger. Car si le marché du travail connaît une récession et a besoin de moins de travailleurs, ces ingénieurs, désormais sans emploi, seront contraints de retourner dans leur pays d'origine et deviendront un problème de chômage pour une économie en développement. Les économies avancées peuvent également emprunter de l'argent à des taux d'intérêt plus bas, et elles peuvent le faire auprès de leurs propres citoyens, qui sont en moyenne plus riches. Certaines économies avancées peuvent même emprunter de l'argent dans leur propre monnaie, ce qui signifie qu'elles n'ont pas de problème avec les taux de change et l'obtention de
devises étrangères pour rembourser leur emprunt. De nombreux effondrements économiques ont commencé lorsque les pays en développement ont temporairement épuisé leurs réserves de dollars américains, soit parce que le commerce s'est ralenti, soit parce que les institutions basées aux États-Unis ont retiré leur argent au profit de leur propre économie nationale. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde, car les taux d'intérêt sont plus élevés et les gens doutent davantage de l'avenir économique de nombreux pays affaiblis. Pourquoi une grande multinationale prendrait-elle le risque d'investir son argent dans un pays en développement qui pourrait devenir le prochain Sri Lanka? Elle pourrait l'investir dans des bons du trésor qui offrent des rendements élevés sans aucun risque. Cela exerce également une pression sur les économies en développement, car leurs gouvernements doivent offrir des taux encore plus élevés sur leurs obligations d'État pour compenser les investisseurs pour le risque, alors qu'ils pourraient investir leur argent dans des bons du trésor nationaux où les remboursements sont fondamentalement garantis. Le Sri Lanka paie actuellement 24,4% d'intérêt sur ses obligations d'État sur 10 ans. Et même cela n'est pas suffisant pour la plupart des investisseurs. Cette situation est cruciale car elle minimise le rôle du gouvernement dans la croissance économique. Un gouvernement fort et efficace est essentiel à toute économie et l'un des rôles les plus importants qu'il joue est de fournir l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de l'industrie. Il s'agit notamment des ports, des aéroports, des routes, des réseaux téléphoniques et internet et même de l'éducation et des soins de santé. Aucune industrie ne pourrait être compétitive sans ces services. Il suffit de penser à une entreprise comme Amazon qui utilise les ports et les routes pour transporter ses produits dans le monde entier. Il est évident qu'elle utilise Internet pour mener à bien toutes ses opérations et qu'elle a besoin de personnes bien formées pour assurer tout cela. Investir dans les infrastructures qui permettent aux industries d'exister est crucial pour toute économie. Avec le temps, nombre de ces services peuvent être privatisés, ce qui présente des avantages et des inconvénients. Mais dans un premier temps, c'est au gouvernement qu'il incombe de les construire. De bonnes dépenses d'infrastructures devraient permettre une croissance économique suffisante pour que les taxes supplémentaires générées par l'activité industrielle se remboursent sous forme d'impôts pour le gouvernement. Cela permet au gouvernement de rembourser les prêts qu'il a dû contracter pour financer l'infrastructure en premier lieu. Malheureusement, dans le monde réel, la plupart des gouvernements ne peuvent pas imprimer leur propre monnaie pour financer ces projets, car ils impliquent généralement de grandes entreprises internationales qui n'accepteront pas d'être payées avec la monnaie d'un pays en développement qui ne produit encore rien de valable. Elles voudront une monnaie de réserve mondiale comme le dollar américain, l'euro ou, de plus en plus, le yuan chinois, si c'est une entreprise de construction chinoise qui supervise le développement. Ce qu'il est important de rappeler, et nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, les économies avancées ont quelques avantages importants sur les économies en développement à cet égard, car une grande partie de leur infrastructure est déjà construite. Certes, il est nécessaire de réinvestir, d'étendre et d'entretenir constamment les infrastructures, mais tout cela est beaucoup plus facile, moins coûteux et moins risqué que de construire ces services de zéro et d'espérer que cela stimulera suffisamment l'activité industrielle pour rembourser les prêts. Un autre avantage des économies avancées est le taux d'intérêt plus bas auquel elles peuvent emprunter de l'argent. Une obligation d'État américaine sur 10 ans a un rendement de 3,43% au moment de la réalisation de cette vidéo. Investir dans des projets qui stimulent la croissance économique à ce niveau, voire plus, est difficile mais faisable. Pour un pays comme le Sri Lanka d'avant, il n'y avait pratiquement aucun projet de construction nationale qui contribue à hauteur de 24,4% de son coût à l'activité économique totale chaque année. Il serait donc absurde que l'économie se développe d'elle-même, et ce à supposer que l'argent soit bien investi dans des projets qui soutiennent l'activité économique nationale et ne servent pas uniquement à flatter l'ego d'un dictateur dans le pays ou à l'étranger. Au cours de la dernière décennie, la Chine a été l'une des principales sources d'investissement étrangers dans les pays en développement dans le cadre de son initiative Nouvelle Route de la Soie. Le gouvernement chinois a approché des économies pour la plupart sous-développées et en développement et leur a proposé des prêts bon marché pour construire des infrastructures qui les ouvriraient au réseau commercial qu'elle était en train de bâtir dans la région. De nombreux pays ont accepté volontiers. Le problème, c'est que la Chine voulait être remboursée, même si c'était à des taux d'intérêt peu élevés. De plus, la Chine avait le contrôle sur ce qui était construit. Elle privilégiait fortement les infrastructures qui rendaient les échanges commerciaux avec elle plus lucratifs. Ainsi, alors qu'un réseau électrique aurait été un meilleur investissement économique qu'un port maritime, les pays concernés avaient plus de chances d'obtenir le port maritime. Aujourd'hui, la Chine a effectivement mis fin à ce programme de prêt et est devenue un agent de recouvrement mondial de dettes qui tente de récupérer l'argent de ces économies qui ont manifestement du mal à rembourser, même avec des conditions de prêt généreuses. D'un point de vue macroéconomique mondial, la Chine est passée d'un fournisseur de capital à un bénéficiaire, et cela signifie que les pays en développement sont soumis à une pression accrue pour trouver suffisamment de liquidités afin de rembourser leurs prêts. Les conditions économiques mondiales sont impossibles à contrôler, en particulier pour un petit pays en développement, et ils ne peuvent pas dicter la politique étrangère de la Chine ou les décisions de la Banque centrale en matière de taux d'intérêt. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est choisir avec soin quels projets doivent progresser ou être arrêtés. C'est une tâche très difficile.
Heureusement, les économistes Douglas North et Robert Fogel ont remporté en 1993 le prix Nobel d'économie pour la solution qu'ils ont apportée à ce problème, à savoir le pouvoir de la démocratie. Presque toutes les économies avancées du monde sont aujourd'hui des démocraties qui fonctionnent bien, à l'exception des pays riches en pétrole, qui ne sont pas vraiment des économies avancées, mais simplement des économies riches. Fogel et North sont des historiens de l'économie et ont analysé la période qui a suivi les révolutions en Europe, ayant mis fin ou limité le pouvoir des monarques en faveur de systèmes de gouvernement représentatifs. Cela a permis l'essor de la classe marchande et finalement la révolution industrielle et le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les démocraties qui permettent aux citoyens de voter pour désigner les responsables politiques signifient que toute décision doit servir la volonté du peuple et que toute mauvaise décision augmente la probabilité d'être éliminée lors des élections suivantes. Cela a motivé les dirigeants gouvernementaux à fournir des services qui non seulement maintenaient la population dans le droit chemin, mais leur donnaient également les outils nécessaires pour développer l'industrie et créer des opportunités pour un plus grand nombre d'électeurs potentiels. Aujourd'hui, les grands décisionnaires économiques dans les économies avancées passent beaucoup de temps à consulter les électeurs sur les subtilités d'un plan. Pour un observateur extérieur, ce processus peut être frustrant, car chaque projet ou infrastructure semble prendre une éternité à implémenter, alors qu'un pays comme la Chine peut construire des villes entières en un clin d'œil. La lenteur du processus est un compromis pour satisfaire tout le monde autant que possible, mais l'avantage est que, dans la pratique, tous les acteurs économiques vérifient le travail du gouvernement. La majorité des gens ignorent la plupart des actions de leur gouvernement. Mais si ces actions sont mal faites, les gens ont une certaine influence pour faire en sorte qu'elles soient arrêtées. Les projets gouvernementaux qui ne sont pas directement confrontés à leur population ne seront pas exécutés avec autant de soin, même s'ils sont réalisés avec les meilleures intentions de fournir un service public ou une grande capacité économique. Et si la mauvaise gestion existe toujours, même dans les démocraties les plus représentatives, elle est généralement corrigée lors des élections suivantes. Ces gouvernements préfèrent donc une approche lente et solide pour leurs actions. La plupart des pays participant à l'initiative Nouvelle Route de la Soie n'étant pas des démocraties solides, le niveau de consultation et de réflexion avant d'accepter tout accord qui leur est proposé est beaucoup plus faible. Même au sein de la Chine, vu que les petits ministères peuvent donner le feu vert à de grandes initiatives, plusieurs projets naissent mais n'aboutissent à rien, si ce n'est à un énorme gaspillage de ressources. Le pouvoir d'un gouvernement représentatif et sa capacité à favoriser de bonnes performances économiques ont été démontrés par North et Fogel dans leurs travaux récompensés par le prix Nobel. Ils ont également inspiré le livre populaire Prospérité, puissance et pauvreté qui a fait l'objet de certaines critiques mais qui reste incontournable. Telles sont les raisons fondamentales de l'échec des économies en développement. Mais la question reste de savoir pourquoi elles échouent aujourd'hui. Les institutions qui prêtent des milliards de dollars aux gouvernements du monde pour financer le développement économique ne sont pas dupes. Elles ne prêtent pas à une économie si elles ne sont pas convaincues qu'elles récupéreront leur argent. La mauvaise gestion économique, les investissements médiocres et la corruption peuvent mettre les économies nationales dans une position vulnérable et ralentir la croissance économique, mais ils ne provoqueront pas d'effondrement à eux seuls parce qu'ils ne reçoivent même pas assez de prêts qu'ils ne puissent pas rembourser. Certains économistes disent que les institutions ne donneront pas au pays assez de cordes pour qu'il se pende. Métaphore plutôt obscure, mais appropriée. Cela suppose que rien ne changera, y compris les dettes et les mauvaises décisions économiques. Un effondrement économique est comme un incendie. Il peut y avoir beaucoup de combustible et d'oxygène, mais rien ne se passera tant qu'il n'y a pas d'étincelle. Dans ce cas, l'étincelle est un choc économique. Les chocs économiques sont classés en deux grandes catégories, les chocs de l'offre et les chocs de la demande. C'est en effet tout ce qui pourrait déstabiliser ces deux piliers du marché. Un choc de l'offre pourrait être un tremblement de terre dans une zone industrielle qui détruirait toutes les usines, ce qui entraînerait une baisse rapide et inattendue de l'offre de biens et pourrait causer de graves problèmes si le pays présentait déjà des faiblesses économiques. Un choc de la demande, c'est par exemple si l'ensemble de la population lisait une terrible nouvelle et avait trop peur de sortir et de dépenser son argent parce qu'elle veut pouvoir épargner au cas où les choses s'aggraveraient. Les entreprises ne seraient pas en mesure de vendre leurs biens et services et donc d'embaucher du personnel. Le chômage augmenterait donc et l'économie serait soumise à des tensions, ce qui mettrait à mal les faiblesses existantes. Les chocs peuvent également prendre la forme d'une augmentation inattendue de l'offre ou de la demande, qui serait positive à long terme, mais qui peut exercer une pression sur les systèmes économiques à court terme. Si demain, l'offre de logement devait tripler parce que quelqu'un a inventé une nouvelle façon de construire plus efficacement sur la même superficie de terrain, les prix des logements chuteraient et auraient des effets sur l'ensemble de l'économie. À long terme, l'augmentation de l'offre de logement serait positive, mais elle poserait des problèmes à court terme. Les chocs économiques des 3 dernières années sont évidents. Si un effondrement économique a besoin d'une étincelle, la pandémie mondiale et la réponse économique qui lui a été apportée ont été plus que cela. Alors que les pays négocient leurs dettes et recherchent l'aide d'organisations internationales telles que le
le FMI et la Banque mondiale, ceux-ci tentent d'arrêter les échecs économiques avant qu'ils ne se propagent à d'autres pays. Malheureusement, il est fort probable qu'il y ait de nombreuses autres crises économiques nationales dans les années à venir, alors que le monde se rééquilibre après un début de décennie mouvementé. Toutefois, bon nombre de ces changements seront positifs dans l'ensemble, et le monde dans sa globalité continuera à devenir économiquement plus prospère. Comme toujours, cette croissance profitera à certains plus qu'à d'autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!